Donc, juste une petite définition de ce que c'est que l'e-gouvernement. En fait, l'e-gouvernement, c'est maintenant une appellation tendance de l'administration électronique. C'est en fait là, ça traduit l'administration électronique, mais c'est un peu plus large parce que ça va aussi vers tout ce qui est tendance actuelle en termes de gouvernement ouvert, en termes d'e-participation, d'open data. C'est de nouveaux principes qui s'ajoutent à l'administration électronique pour constituer ce qu'on appelle l'e-gouvernement. Alors, l'e-gouvernement ou l'administration électronique désigne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les administrations pour deux principales causes, qui sont d'une part d'améliorer le travail interne de l'administration, donc en améliorant la transparence dans le travail, en améliorant la productivité des agents publics, avec la reddition des comptes, plus de responsabilité, plus d'efficacité, etc. Et d'une part, c'est pour le citoyen ou l'entreprise, donc l'usager d'une manière générale, pour lui rendre les services de l'administration plus accessibles, en termes plus proches. Le citoyen ou l'usager final n'a plus besoin de se déplacer à l'administration pour réaliser ses procédures administratives. Les délais sont énormément réduits en termes de procédures de services publics. En plus de cela, tout le contact avec l'administration il est réduit et du coup il y a moins de corruption, l'administration n'a plus le pouvoir de faire chanter un petit peu le citoyen qui fait le tour de l'administration et qui finalement il est frustré. Donc les technologies de l'information aident énormément à résoudre les problématiques de corruption, de délai, de chantage, etc., etc. Et en plus, c'est la tendance mondiale. Donc, c'est ce qui fait la différence actuellement entre un pays qui est développé et un pays qui n'est pas développé. C'est vraiment le niveau de développement des technologies d'information, en particulier dans l'administration publique. Donc, l'administration publique, c'est comme j'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer le service public. Le service public, on peut dire qu'il est offert à un ou plusieurs cibles. Donc, ça peut être de l'administration aux citoyens. Donc, c'est des services qui sont déclenchés suite à une demande de citoyens. De l'administration aux professionnels, donc le G2B. Donc, c'est des services qui sont faits par l'administration à l'entreprise, c'est tout ce qui est impôts, attestation fiscale, donc toute la paperasse qui concerne les entreprises, et aussi donc, de l'administration à l'administration. Donc, c'est une administration qui a besoin d'un service à notre administration. Donc, il y a trois volets, le G2C, le G2B et le G2G. Donc, je vais vous parler un peu de quelques réalisations qui ont déjà été faites. Alors, je vais juste rappeler, je n'ai pas ça sur mes slides, mais juste rappeler qu'il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau du Maroc pour mettre en place des stratégies intégrées de technologie de l'information. Il y avait le e-Maroc en 2010, par exemple, et là où j'ai travaillé, c'est le Maroc numérique 2013. C'est une stratégie qui a été lancée par Sa Majesté en 2009 et qui avait comme échéance 2013. Et dans laquelle il y avait beaucoup d'axes. Il n'y avait pas que le e-gouvernement, mais il y avait toute la partie transformation sociale, c'est-à-dire comment rendre accessibles les technologies de l'information via le développement du haut débit, des centres d'accès aux technologies de l'information, le programme Génie dans les établissements publics, etc., etc. Il y avait un autre volet de tout ce qui est productivité de la petite et moyenne entreprise via les technologies de l'information. Il y avait toute la partie industrie des technologies de l'information. Donc, je ne vais pas trop tarder parce que c'est une grosse stratégie. Ça s'appelle Maroc numérique 2013. Et il y avait un volet dédié à l'e-gouvernement. Donc, les projets dont je vais vous parler, il y en a ceux qui ont été développés dans le cadre de cette stratégie, mais il y en a aussi d'autres qui ont été développés à l'initiative isolée des ministères. Donc, je vais essayer de brasser un petit peu un ensemble de services qui sont déjà opérationnels. Par exemple, le portail de l'emploi public. Donc, j'imagine que tout le monde connaît ce portail. Actuellement, toutes les offres d'emploi de l'administration sont publiées sur ce site. Et toutes les administrations sont connectées derrière.
Et c'est ces administrations qui publient donc leur offre d'emploi, et que ce soit en relatif au concours, donc les emplois supérieurs, les hautes fonctions dans l'administration. Et pour les concours, on peut même suivre en ligne l'état d'avancement du concours en s'enregistrant dans le site. Bon, j'imagine que vous connaissez déjà le service qui est généralisé et qui est adopté par toute l'administration marocaine. Il y a la plateforme de la commande publique, donc tous les appels d'offres de l'administration marocaine passent par une seule plateforme, qui est la plateforme des marchés publics. Tous les appels d'offres sont publiés dans cette plateforme, et maintenant les entreprises ils peuvent soumissionner en ligne. Donc les soumissions au marché de l'État peuvent être faites en ligne par les entreprises. Et maintenant, c'est un projet qui a été initié par le Trésorier général des Royaumes, auquel sont intégrées toutes les administrations, y compris les collectivités territoriales. Donc, la prise des rendez-vous dans les hôpitaux publics, ce projet a été développé par le ministère de l'Industrie et il a été mutualisé surtout au niveau du ministère de la Santé. Donc, actuellement, la plupart des hôpitaux régionaux ont adopté un système de rendez-vous qui est multicanal. Il n'est pas uniquement en ligne. Donc, rendez-vous santé.ma, un citoyen peut commander son rendez-vous en ligne. Donc, il a un agenda qui est... à chaque fois, je mets les URL, comme ça, si vous voulez entrer et découvrir un petit peu le service, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc, le citoyen, il peut entrer en ligne, réserver, donc il va trouver un agenda, il peut réserver son rendez-vous. Comme ce qui est révolutionnaire en fait dans ce système, c'est pas uniquement de la prise de rendez-vous en ligne, mais c'est un système qui est déployé au niveau de l'hôpital avec un opérateur dédié, et tous les médecins derrière, ils publient leurs disponibilités qui sont consolidées dans un agenda. Et ça, c'est révolutionnaire parce qu'avant, c'était, donc, quand on veut un médecin, on cherche partout, etc. Maintenant, l'agenda, il est consolidé. Il y a un opérateur dédié, on peut prendre le rendez-vous en ligne, on peut appeler l'opérateur et cet opérateur le prend pour nous. Comme on peut le prendre via application mobile qui s'appelle Rendez-vous Santé. Et cette application mobile, elle a été primée à Dubaï dans un grand sommet qui prime les meilleures applications mobiles au monde. Donc, c'est quand même révolutionnaire et ce n'est pas très connu au niveau du Maroc. Il y a un autre portail qui est aussi, donc je vous parle surtout des applications qui sont assez transverses, avec beaucoup de départements qui sont concernés, voire tous les départements. Donc le portail et application mobile de géolocalisation des services publics. Ce projet a été lancé donc en 2015. J'ai veillé à ce qu'il soit lancé, donc c'est notre ministère qui l'a lancé. C'est un portail web et application mobile. Donc chaque citoyen peut entrer et il peut chercher donc, le service de son choix. Donc un hôpital, une école, une conservation foncière, une collectivité, etc. N'importe quel type d'administration. Au niveau de tout le territoire marocain, il peut trouver sa localisation exacte avec toutes les informations qu'il faut par rapport à cette localisation. Et c'est même lié avec le portail des services publics, portail servicepublic.ma, là où on trouve les procédures administratives. Donc en plus de la liste des procédures administratives qui sont publiées, on peut connaître exactement le lieu où il faut partir avec l'itinéraire. C'est vraiment comme vous. C'est à l'instar de Maps. On peut connaître exactement mon chemin, là où je suis, pour arriver exactement à l'endroit que je souhaite, là où je souhaite effectuer ma procédure administrative. Et bien entendu, il y a une application mobile avec. Maintenant, parce que maintenant, la tendance, c'est surtout avoir des applications. À chaque fois qu'on développe sur le web, on réfléchit soit au responsive, ce qu'on appelle le responsive web design, c'est-à-dire que le web soit adapté au mobile, ou carrément de développer une application mobile à part qu'on peut télécharger sur les stores et utiliser. Parce que maintenant, on est beaucoup plus sur le mobile que sur le web. Alors, un autre service qui est opérationnel, c'est la commande en ligne des documents d'état civil. Actuellement, la plupart des communes ont adopté ce système
qui consiste à la commande en ligne de son extrait d'acte de naissance. Donc l'extrait d'acte de naissance, il peut être commandé en ligne, soit l'extrait, soit la copie intégrale de l'état civil. Il peut être, on paie en ligne les frais du timbre et du courrier recommandé, et il est reçu par courrier recommandé chez soi, à la maison. Donc l'extrait d'acte de naissance, dans la plupart des régions, si vous visitez le site, vous allez trouver toutes les villes où c'est déjà opérationnel. On peut le demander, moi-même je l'utilise, donc je ne vais plus à Muqata'a pour demander mon extrait. Je le commande en ligne et je le reçois. Et c'est surtout important quand on vit dans une autre ville, parce que l'extrait ou la copie intégrale, il faut aller jusqu'à sa ville de naissance pour le commander et voir est-ce que vraiment on va l'avoir le jour même où il va falloir attendre, etc. Maintenant, on peut le commander en ligne, même de l'extérieur du Maroc, donc pour les Marocains résidant à l'étranger. C'est là où vraiment on a été remercié pour ce service. Les gens devaient se déplacer au Maroc pour avoir un extrait d'acte de naissance. Maintenant, on peut le commander de la Chine, de là où on est, donc de l'Australie, donc les pays les plus lointains, et le recevoir chez soi via courrier recommandé. Donc un autre service qui est aussi opérationnel, c'est la commande en ligne du casier judiciaire. Alors le casier judiciaire, il peut être commandé en ligne. Il est carrément, pour le casier judiciaire, toute la procédure presque a été dématérialisée parce qu'il est généré automatiquement via le système. Il est signé électroniquement par le juge et le greffier et on peut le recevoir, on ne peut pas le recevoir, mais il faut aller au tribunal de son choix. Parce qu'avant, il fallait aller au tribunal de naissance pour le demander. En plus de ça, on n'a pas de visibilité, est-ce qu'il est prêt ou pas. Et il faut par la suite aller le retirer du tribunal de naissance. Ce qui a été fait, c'est qu'on le commande en ligne et on le reçoit du tribunal le plus proche, là où on est, on peut le recevoir sans problème. Parce que c'est un document sensible, il faut quand même aller présenter sa carte nationale et pouvoir le recevoir sur place. Et c'est un service qui a intégré ce qu'on appelle la signature électronique maintenant, qui devient de plus en plus donc, intégré dans tous les projets d'administration électronique. Oui, c'est e-justice. E-justice. Elle est sur slide là. E-justice. Si vous entrez en ligne, vous allez la retrouver. Et e-justice, c'est plus large. Il n'y a pas que le casier judiciaire. C'est aussi le suivi le milafat li عند المحاكم. On peut suivre son dossier en ligne. Et on peut même avoir des informations sur les tribunaux. Elle est plus riche que le site web. Le site web, il est dédié au casier judiciaire. L'application mobile, elle est plus large. Elle est très bien faite parce qu'il faut voir tout le travail qui a été fait derrière pour numériser les actes qui sont chez la justice. Donc, tous les actes sont maintenant numérisés. Et ce qui est important aussi dans ces services web, c'est qu'on peut suivre en ligne l'état d'avancement de sa demande. On sait qu'elle est en cours de traitement, on sait qu'elle a été, par exemple, affectée à un autre département pour traitement, etc., etc. Donc voilà, on est rassuré, on suit de près ce qui se passe à notre demande. Alors le paiement électronique de la vignette, donc chaque personne ayant une voiture, donc l'année dernière il y avait une révolution. Donc on ne va plus dans les perceptions et passer un temps fou parce que vu que le paiement se fait dans une durée assez limitée, donc il fallait se déplacer, passer un temps fou dans les files d'attente et par la suite payer. Donc tout ça a été changé par un système qui est multicanal. Actuellement, on peut aller dans une agence bancaire, payer. On peut aller dans un GAB, donc il y a une agence bancaire et payer. On peut payer en ligne carrément et donc le pré-imprimé, donc une fois avoir payé, on a un fichier qu'on imprime et c'est lui qui joue le rôle de la vignette qu'on collait auparavant dans les pare-brises des voitures. Donc c'est tout un système qui a été mis en place pour faciliter la tâche aux citoyens. Donc le portail des listes électorales. Ça aussi, c'est important parce qu'on arrive maintenant, ça encourage même à être inscrit dans la liste électorale. Donc, on peut s'inscrire en ligne et on peut checker le jour du vote, là où on va voter. Donc, on sait là où on va voter, soit via le site web,
soit via l'application mobile Mon BV, soit via SMS carrément. Donc, vous voyez un petit peu la tendance. À chaque fois qu'on développe un service pour atteindre le maximum de population, on essaie de diversifier le canal de délivrance du service via mobile, via SMS, via web, sur place. Donc, il y a des fada'at tsihilat qui ont été mis en place pour un certain nombre de services, etc., pour que le citoyen puisse avoir différents canaux de réception du service. Donc, j'ai mis ici le prix national de l'administration électronique IMTIAZ, qui est donc piloté par notre ministère. Ce prix, donc, il vise d'encourager les initiatives des administrations publiques en termes de développement des services électroniques. Il se fait chaque année, donc cette année c'est la 10e édition. Il évolue d'année en année avec, on essaie de l'enrichir, qu'il devienne plus exigeant parce qu'il y a beaucoup d'évolution en termes de technologie de l'information. Et comme ça, on pousse les administrations à faire davantage d'efforts pour développer les services électroniques. Donc, il y a un site dédié qui est imtiaz.ma. Vous allez retrouver donc toutes les éditions, les dernières éditions, avec les nominés, avec ceux qui ont gagné les trophées. Parce que ce prix-là, à la fin donc là, on est actuellement en train de travailler sur les candidats pour sélectionner les meilleurs. Chaque année, donc, il y a des administrations publiques qui reçoivent des trophées symboliques. C'est des événements grandioses qui sont présidés par le chef du gouvernement avec tous les ministres qui assistent à l'événement et pour valoriser un petit peu les efforts qui sont faits dans ce sens. Et le prix d'administration électronique, il a primé beaucoup de services que je viens de citer tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment un epsilon de services qui est déjà réalisé et qui est opérationnel. J'ai essayé de faire un focus sur quelques services phares, mais vraiment, il y en a tellement. Donc, vous pouvez voir, par exemple, le site maroc.ma, www.maroc.ma, avec une rubrique e-service, donc qui est apparente sur la page d'accueil, et vous allez trouver beaucoup de services donc, répertoriés. Et vous pouvez aussi visiter donc egov.ma, donc avec un E, egov.ma. Vous allez trouver une liste de services opérationnels. Comme vous pouvez aussi vérifier donc, au niveau de servicepublic.ma. Donc service-public.ma, c'est le portail des procédures administratives. Et là, vous allez trouver une panoplie de services aussi qui sont offerts par l'administration marocaine. Alors, par rapport à l'image du Maroc à l'international dans ce domaine, le Maroc a beaucoup progressé entre 2010 et 2014. Cet indice, l'indice des Nations Unies, il est composé de 3 grandes briques. Il y a la partie infrastructure, technique, des technologies de l'information. Il y a le capital humain, donc qui met en relief le niveau de connaissances en termes de technologie de l'information, le niveau d'alphabétisation, etc. Et le volet service en ligne. Alors pour le service en ligne, le Maroc est passé de 104e à 30e au niveau mondial sur 193 pays qui sont évalués par les Nations Unies entre 2010 et 2014. Mais malheureusement, il a régressé cette année, donc en 2016. Il est passé de 30e à 35e. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies ont beaucoup avancé, mais nous, on n'est pas allé à la même vitesse de l'avancement des technologies de l'information. Il y a beaucoup de services qui sont mis en place, mais les autres pays sont arrivés à un niveau de maturité beaucoup plus important, parce que nous, on reste quand même des services qui sont faits en silo, chacun expose des services, etc. Mais on n'a pas encore mis en place des services très intégrés, des guichets uniques, des échanges interministériels très développés, parce que la technologie a beaucoup évolué, donc il va falloir vraiment qu'on accélère davantage pour pouvoir accompagner tout le progrès qui est fait en termes de technologie de l'information. Donc on a régressé quand même je l'ai mis en rouge dans la slide, donc il faut qu'on fasse davantage d'efforts.
Donc voilà, je vous ai fait un zoom sur quelques réalisations. Donc après, vous pouvez voir les sites dont je vous ai parlé, le Maroc.ma, le servicepublic.ma et egov.ma. Merci de m'avoir appelé. Donc les trois, là vous allez avoir plus d'informations sur les services qui sont opérationnels. Donc je passerai maintenant à vous exposer un peu tous les défis et facteurs de succès qui peuvent contribuer à la réussite de ce genre de programme. Alors, l'e-gouvernement a beaucoup évolué au niveau mondial. Donc, il y a des pays qui ont vraiment tout dématérialisé. On ne se déplace plus vers l'administration marocaine. Par exemple, si vous regardez la Corée du Sud, je peux vous dire qu'il n'y a plus de contact presque entre le citoyen et l'administration. Tout est fait en ligne, tout est fait par mobile. Il y a même des tendances maintenant. Il y a plus, dans des pays, on ne parle plus de e-gouvernement, on parle de M-gouvernement, parce que c'est du mobile maintenant, mobile government. Et on est même passé aux objets connectés. Objets connectés, c'est l'Internet imbriqué dans les voitures, dans les robots, dans ce que vous voulez. Il y a des pays où il y a des robots qui remplacent l'humain dans l'administration. Donc, c'est des vitesses différentes. Nous, déjà, on assure une présence web qui est assez intéressante, mais il nous reste du chemin à faire pour atteindre les nouvelles tendances. Donc là, j'ai mis deux axes dans l'évolution de l'e-gov. Donc, il y a l'axe technologique dont je vous ai parlé. Donc, il y avait le web 1.0, on est passé au web 2.0, tout ce qui est réseaux sociaux, donc communication avec le citoyen. Le citoyen devient de plus en plus exigeant, l'information circule rapidement, facilement, etc. Donc, le M-Payment, tout ce qui est paiement via mobile, via plein de canaux qui sont offerts maintenant. La 3G, la 4G, donc on est allé au web 3.0. Le web 3.0, c'est tout ce qui est connexion des objets. Donc si vous voyez maintenant les grandes sociétés comme Google, le niveau de sophistication, là où ils sont arrivés, ça fait peur. Hein. C'est des gens qui sont très 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 bien avancés. C'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a des pays qui sont, par exemple, quand on va à Dubaï, c'est vraiment une volonté d'aller vers la connexion des objets, des mobiles, pareil pour la Corée du Sud, l'Estonie, donc c'est un petit pays qui se trouve en Europe, mais qui devient impressionnant en termes de technologie de l'information. Ça devient une culture, ça dépasse carrément, c'est plus un luxe, comme c'est perçu actuellement un peu au Maroc, mais ça va de soi. Le mobile... Par exemple, quand on va prendre un métro, on n'utilise pas de ticket de métro, mais c'est le mobile où tout est imbriqué, on passe en mobile. On peut accéder au métro, on peut accéder au bus, on peut accéder à tout ce qu'on veut via son application mobile. Donc, et si on voit par exemple l'Estonie, on trouve que la carte nationale, le citoyen a une seule carte. C'est la carte nationale. On trouve, elle joue le rôle de la carte nationale, elle joue le rôle du passeport, elle joue le rôle de la carte bancaire, elle joue le rôle de la carte mutuelle. Vraiment une seule carte, avec tout est imbriqué là-dedans, y compris tous les services électroniques. Donc voilà, il y a vraiment des niveaux très très sophistiqués au niveau mondial. Nous, on a quand même des expériences qui sont assez riches parce que notre carte nationale, il y a quand même une carte à puce. Riche en informations, on a un passeport qui est biométrique, donc voilà, on peut dire qu'on est un peu mieux que la moyenne, mais on n'est pas au top, donc il faut faire davantage d'efforts. Donc là, les facteurs de succès qui ont contribué avec les autres départements, les autres pays à évoluer. Donc il faut mettre en place une gouvernance forte. Donc, pour impliquer tous les départements à fournir des efforts pour aboutir à des projets intégrés et qui servent le citoyen. Donc, il faut mettre l'usager au centre de nos préoccupations. Il ne faut pas réfléchir à sa place parce que la plupart des projets, l'administration est se met à la place du citoyen et elle dit le citoyen il a besoin de ça et ça et ça, moi je vais faire ça pour lui. Mais lui, il n'est pas intégré vraiment pour connaître ses vrais soucis,
répondre à ses vrais besoins. Et maintenant, il y a beaucoup de moyens technologiques qui permettent de faire participer le citoyen dans ce genre de décisions. Donc, rien que les réseaux sociaux, on peut poster une idée, collecter les commentaires, donc faire des sondages en ligne, faire des chats online. Il y a beaucoup d'outils technologiques qui permettent de faire ça. Donc, il y a un certain nombre de facteurs de succès qui sont liés à l'administration elle-même et d'autres qui sont liés à l'infrastructure. Donc, par rapport à l'administration, donc il y a différents volets qui sont importants. Donc, il y a la simplification des procédures. Donc, il faut repenser la simplification. Il faut sortir des moyens classiques de simplification via des textes de loi ou via des papiers qui sont supprimés mais il faut intégrer les technologies de l'information au cours de la simplification des procédures. Donc, ce qu'on appelle la réingénierie des processus métiers. Et d'encourager l'échange d'informations entre administrations. Parce que le problème qu'on a actuellement avec les procédures administratives, c'est qu'on demande aux citoyens beaucoup d'informations, beaucoup de papiers. Ces papiers-là, ils peuvent être supprimés si j'arrive à avoir de l'information de l'autre administration. Par exemple, je lui demande l'extrait d'acte de naissance, je peux me connecter à la commune de naissance et connaître sa date de naissance. Pourquoi lui demander un extrait d'acte de naissance original, etc. Si j'arrive à échanger avec d'autres administrations, on peut épargner le citoyen de plusieurs documents qui font preuve de naissance ou de résidence, il y a plein de vie, de certificats de vie, il y a plein de documents qui peuvent être supprimés carrément de la procédure si on arrive à échanger entre administrations. Parce que la plupart des administrations ont déjà l'information, mais l'échange ne se fait pas. Quand je parle d'échange, c'est des échanges électroniques, bien sûr. Il faut développer des bus, ce qu'on appelle les bus d'échange d'administration, et que l'administration arrête de demander des choses aux citoyens, alors que l'administration a déjà, il faut voir l'administration comme une seule entité, et pas comme beaucoup d'entités. Des fois, c'est pire. On demande à un citoyen un document, alors que c'est moi-même qui délivre ce document. Donc, par exemple, dans le permis de construire, on demande aux citoyens la note d'orientation. L'agence urbaine demande aux citoyens la note d'orientation, alors que c'est l'agence urbaine qui lui offre cette note. Donc, elle a déjà l'information. Pourquoi redemander aux citoyens d'apporter un papier qui est déjà détenu par moi-même, finalement? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Bon, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, le pouvoir de l'administration, donc chaque administration peut garder ses propres informations. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Maintenant, si on utilise les technologies d'information, ce problème il va être résolu. Donc, il y a un autre facteur clé qui est la mutualisation. Si quelque chose fonctionne chez un département, il faut le mutualiser, il faut le partager. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue ou de refaire la même chose pour dire que c'est moi qui a fait. Donc, un système qui marche correctement chez une administration, une expérience qui est réussie, capitalisons là-dessus et prenons cette expérience et adoptons cette expérience. Ce n'est pas la peine de refaire la même chose. Il y a toute la problématique des identifiants communs. Donc actuellement, on trouve le numéro de la carte nationale, on trouve le numéro de l'étudiant, on trouve le numéro de la mutuelle, on trouve plein de numéros, alors que finalement, il va falloir avoir un seul identifiant commun qui est partagé entre toutes les administrations et qui doit être utilisé pour identifier d'une manière unique le citoyen. Donc il y a tout un aspect de mutualisation qu'il faut renforcer pour aller de l'avant dans la partie, dans les gouvernements. Toute la confiance numérique, actuellement, quand on veut dématérialiser une procédure, on se retrouve toujours confronté aux textes de loi qui sont anciens et qui n'évoluent pas avec la technologie. Donc, on doit revenir aux lois et faire l'amendement des fois d'une loi. Et Dieu sait le chemin que prend une loi pour qu'elle soit amendée. Il faut qu'elle aille au secrétariat général, il faut qu'elle soit adoptée par le conseil du gouvernement, par la suite aller à la première chambre, ensuite aller à la deuxième chambre. Donc, ça prend des fois 1 année, 2 années, alors que techniquement, c'est déjà prêt. Mais pour pouvoir l'opérationnaliser, il faut faire tout le tour de l'adoption d'une loi pour pouvoir adopter un système électronique qui est prêt, ça fait 2 ou 3 ans. Donc, il faut mettre en place une loi cadre qui dit toute procédure administrative peut être dématérialisée, abstraction faite de la loi qui régit cette procédure. Comme ça, on est tranquille, on va directement
et on applique, on dématérialise. Il y a toute la partie conduite de changement aussi, qui est importante, parce que quand on dématérialise, il y a l'aspect difficulté d'utilisation au début, parce qu'on n'est pas habitué à travailler avec cette manière, donc on rejette les systèmes dès le début, on ne veut pas travailler en ligne, c'est carrément les habitudes qui changent. Et aussi, il y a un aspect du fait que quand c'est dématérialisé, c'est tracé. Donc on sait exactement qui s'est connecté, qui a fait quoi, on maîtrise les délais, on sait qui a fait son travail au bon moment, on sait qui a tardé à faire son travail. Donc tout ça, les gens sont réticents quant à l'utilisation des technologies de l'information. Et on trouve toujours le moyen de dire que ça ne marche pas. Ah, système marche, un système khasar. Donc ça, on trouve toujours le moyen pour ne pas l'utiliser, parce que finalement, là, c'est contre... En fait, c'est pour moi, parce que ça va être plus productif, parce qu'on a une base de données, c'est facile. C'est pas comme chercher dans les archives d'informations. On peut chercher toute la journée, alors qu'on peut chercher via un mot-clé une information et la trouver d'une manière instantanée. Donc il faut toujours montrer aux agents de l'administration le gain de ces systèmes, et ne pas... parce que finalement, ils vont se retrouver forcés à travailler dans les temps, à travailler... Non, il y a une barrière culturelle derrière qu'il faut changer, via la formation et la sensibilisation, et aussi de la motivation. Il faut les motiver à travailler avec ces systèmes. Donc il y a des facteurs qui sont liés à l'usager final. Donc il faut toujours généraliser la couverture d'Internet. Donc pour avoir accès à ces technologies de l'information, il faut généraliser. Il faut généraliser les accès uniques, c'est-à-dire je peux accéder une seule fois à un seul système, et via ce système je peux accéder à plusieurs services pour ne pas être perdu, et avoir de l'intermédiation, parce qu'on n'est pas au même niveau en termes de technologie de l'information. Quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler avec le PC, les outils, l'Internet, les outils technologiques, il faut quand même l'aider en mettant en place des cybercafés, par exemple, la Poste. On peut utiliser des relais qui sont un peu partout au Maroc, qui fassent l'intermédiation entre le citoyen et les services. Donc, je peux aller à un cybercafé, demander qu'il me fasse, qu'il entre à Internet, qu'il fasse le service pour moi. Et je pense que ce problème, il va être dépassé avec le temps, parce que même si on est un pays qui a quand même un pourcentage assez élevé d'analphabétisme, mais là, les enfants maintenant, ils sont accros aux technologies de l'information, même les enfants qui sont dans les endroits les plus reculés. Tout le monde a un téléphone portable. On a même une couverture de téléphone portable qui dépasse les 120%. Donc, même si on est analphabète, je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais été à l'école, et ça c'est du vécu, mais qui utilisent WhatsApp, qui utilisent Facebook, qui utilisent... parce que c'est facile. Je télécharge WhatsApp, quelqu'un me télécharge WhatsApp, j'utilise la voix, je parle avec l'enregistreur, et j'envoie mon message. C'est aussi simple que ça. Donc, finalement, il n'a jamais été à l'école, mais il utilise ces technologies de l'information. Ça lui a facilité la tâche. Donc, il ne faut plus dire on n'est pas au niveau pour utiliser les technologies de l'information. Parce que quand c'est bien fait, quand c'est facile, quand on utilise tous les différents canaux possibles, la voix, le SMS, n'importe quel type d'outils techniques simples à utiliser, alors à ce moment-là, le problème n'est plus là. Moi, je vois des gens qui échangent des vidéos YouTube alors qu'ils n'ont jamais été à l'école, d'une manière aussi simple qu'il soit. Donc voilà, il faut vraiment favoriser l'intermédiation, la communication, dès qu'il faut communiquer, faire connaître les services. L'administration, des fois, elle fait des efforts très très louables, mais finalement, le grand public n'est pas au courant de ce qui est fait. Et donc, il emprunte le chemin classique pour réaliser sa procédure administrative, alors que le service est déjà mis en place, facilité, etc. Donc, il faut aussi faire des mesures d'usage et d'impact, parce que des fois, on lance un service qui n'est jamais utilisé. Donc, à quoi bon le lancer? Il faut accompagner le lancement par des mesures d'usage. Il faut toujours avoir une idée. Il y a maintenant des systèmes comme Google Analytics qui te dit exactement le nombre de visiteurs du site, le nombre de temps
qu'un visiteur met sur le site, le nombre de rubriques qui sont les plus visitées. Donc tout ça, c'est très facile. C'est des outils technologiques gratuits qu'on installe et qui peuvent nous donner des informations sur l'usage réel d'un service qui est mis en place. Alors, le volet e-participation, donc j'en viens de parler. La e-participation, c'est utiliser les technologies de l'information pour faire participer le citoyen. Le citoyen, maintenant, via une page Facebook, il peut commenter, il peut poser une question. L'administration doit être en mesure de répondre à ce citoyen. Même si des fois, il y a des messages qui sont déplacés, qui n'ont aucun sens, à ce moment-là, je ne réponds pas. Mais il ne faut pas dire non, c'est des canaux où on peut dire n'importe quoi, etc. Donc, je ne vais pas les utiliser. Non, il faut, au niveau mondial, il faut voir ce qui se passe dans les élections aux États-Unis ou autre chose. C'est les réseaux sociaux maintenant. Il faut voir, par exemple, ce qui se passe au niveau de Twitter ou de Facebook. C'est là où les décisions se prennent. Et même au Maroc, il y a beaucoup de décisions qui ont émané des réseaux sociaux et qui vont au plus haut niveau parce que c'est des réseaux, c'est de l'hémorragie. Quand ça commence, ça n'arrête pas. Donc chacun partage avec l'autre, les commentaires, ça afflue, on sort dans la rue à cause de Facebook. Donc c'est des relais très très importants qu'il faut prendre en considération. Et aussi d'autres facteurs qui sont liés à l'infrastructure. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est la signature électronique. Actuellement, il y a des mécanismes qui permettent de signer électroniquement un document. Quand je dis signer électroniquement, ce n'est pas avec un stylo, non, c'est avec une clé USB qu'on achète au niveau de Post Maroc, qu'on introduit dans notre PC. Et le système, il reconnaît la signature qui est intégrée dans la clé USB et elle est intégrée dans les documents qu'on signe électroniquement. Et ces documents, ils sont reconnus par la loi. Donc, il y a une loi sur les échanges électroniques qui donne exactement la même valeur à un document signé électroniquement qu'un document qui est signé par papier. Donc, le mécanisme, il existe, il faut l'adopter. Comment on peut signer électroniquement les documents? Donc, on peut dématérialiser les procédures de bout en bout. Donc, il y a toute la partie mutualisation dont j'ai parlé, mais maintenant, c'est une mutualisation d'infrastructures. Parce qu'actuellement, ce qui se passe au niveau mondial, c'est que il n'y a pas un investissement par chaque département pour avoir ses propres serveurs, pour avoir ses propres machines, pour avoir ses propres data centers. Maintenant, on est allé vers le cloud, c'est-à-dire il y a un seul département qui investit dans un grand data center et au niveau de ce data center, on met en place des services mutualisés. On déploie une seule fois et tout le monde a accès aux mêmes bases de données, aux mêmes serveurs, etc. Il ne faut pas démultiplier les efforts dans l'achat des serveurs et des machines. Il faut faire ça une seule fois et capitaliser là-dessus. Il y a beaucoup de technologies là-dessus, de virtualisation, de partage d'espace, etc. Je ne vais pas trop entrer dans le détail technique. Mais la technologie permet de faire des choses une seule fois, mais une bonne fois pour toutes. Donc, il y a les canaux dont j'en ai parlé. Il y a le volet du paiement en ligne. D'abord, on peut payer en ligne. Actuellement, personnellement, je paie en ligne toutes mes factures d'eau, d'électricité, de téléphone, la vignette, les taxes sur ce qu'on possède, etc. Tout ça, ça se fait en ligne. Donc, les mécanismes actuellement sont, même les infractions, donc via Radar Fixe, d'abord, on peut les payer en ligne. Donc, les mécanismes de paiement en ligne ont beaucoup évolué. La bancarisation, elle a beaucoup évolué aussi au Maroc. On commence à payer en ligne, même les sites e-commerce, on achète en ligne beaucoup de choses. Donc, les gens sont allés dans cette tendance sur laquelle il faut capitaliser aussi pour l'administration. Pour ne pas faire déplacer le citoyen pour payer. Déjà, ouais, il va payer les impôts, et tu lui demandes de sortir de son travail, ce qu'il est en train de faire, et venir à l'administration et prendre la queue pour finalement payer. Donc tout ça, il faut quand même lui simplifier la tâche pour faire du paiement. Alors là, j'ai une vision intégrée. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir une gouvernance forte pour pouvoir fédérer tous les efforts. Il faut mutualiser. Il faut que le système soit interopérable, il faut échanger de l'information entre administrations. Donc, il y a toute la partie e-participation des données.
Donc l'open data, j'en ai pas parlé, c'est en fait le partage des données par l'administration. Il faut que toutes les données soient partagées par l'administration pour que les citoyens, les chercheurs, les entreprises, tout le monde doit avoir accès aux données de l'administration pour pouvoir les utiliser, les exploiter dans les recherches, dans la création de valeur, dans l'innovation, etc. Et tout ça doit s'ajouter, donc l'accessibilité, donc j'ai parlé du multicanal, de l'intermédiation, etc. Pour que le service soit accessible, il faut qu'il y ait un cadre juridique commun et il faut qu'il y ait une infrastructure technique valable pour accompagner les évolutions technologiques. Donc voilà, merci.